Alors, Hassan II et Boumedienne se rencontrent, hein, et là, ils prennent des décisions géopolitiques très importantes. Très, très importantes. La première, c'est que le tracé de la frontière, hein, entre le Maroc et l'Algérie, que les Français avaient laissé traîner, parce que si les territoires en question, avec leurs ressources minières, étaient en Algérie, on considérait à l'époque que c'était français à tout jamais. Mais, à ce moment-là, il fallait renoncer au système fiscal très avantageux pour les compagnies qui en exploiteraient, qui était celui du Maroc. Hein. Donc, ça a traîné. Donc, décision d'Ifrane, la frontière, elle est tracée, le gisement de Tindouf, il est en territoire algérien. Bon, première chose. Deuxième chose, on va construire un chemin de fer, hein, pour, depuis Tindouf jusqu'à la côte atlantique, par la vallée du Drap, hein, de façon à créer un centre sidérurgique maghrébin, enfin principalement algéro-marocain, avec des capitaux des deux pays et des capitaux internationaux, et on fera venir des bateaux qui vont venir chercher le minerai de fer et qui apporteront du coke pour le traitement de ce minerai, la partie qui est traitée sur place. Donc c'était, si vous voulez, la base matérielle d'une union économique maghrébine. Ça concernait moins les Tunisiens, mais enfin, les deux protagonistes majeurs, ils étaient d'accord. Et, par conséquent, le Maroc, l'Algérie, était d'accord pour reconnaître que le Sahara occidental relevait de la mouvance marocaine, hein, historiquement, etc. Et ça ne la gênait pas, puisque sa revendication principale, le Tindouf, et l'ouverture sur l'Atlantique, elle en était la principale bénéficiaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi, comme vous le disiez, beaucoup d'Algériens et de Marocains ignorent ces accords de Tindouf, qui ont une importance, auraient pu avoir une importance considérable. Eh bien, les deux États, les deux appareils algériens et marocains, étaient rivaux depuis pas mal de temps. Et il y avait eu, pour les Algériens, ils avaient eu à répondre des accusations qu'ils laissaient des groupes marocains hostiles au roi, hein, mener à partir de l'Algérie un certain nombre de manœuvres, d'opérations. Bon. Par conséquent, la police algérienne, croyant bien faire, a raflé les Marocains qui se trouvaient au territoire algérien et les a livrés à la police marocaine. Bon, bien, croyons bien faire. Et évidemment, au Maroc, ça s'est su immédiatement. Hurlement, autant, si vous voulez, la gauche marocaine avait des tendresses pour l'Algérie socialiste révolutionnaire, hurlement, si bien que lorsque Hassan II va présenter à l'Assemblée marocaine les accords d'Ifrane, hein, à sa grande surprise, c'est un scandale qui éclate, et que le Maroc ne renonceront jamais au gisement de Tindouf. Le Maroc doit avoir Tindouf et on ne fera pas autrement. Hein. Donc Boumedienne est furieux parce qu'il s'était engagé à reconnaître, si vous voulez, les droits du Maroc sur le Sahara occidental. Et évidemment, le projet de voie ferrée vers la côte est abandonné. Enfin, bref, la situation est catastrophique. Hein. Et je pense que l'échec des accords d'Ifrane, c'est vraiment un mauvais coup que la gauche marocaine a porté aux souverains. Connaissait aussi commençait à connaître des trous. Des trous, ah ben oui. Il avait subi une tentative. Mais il y a eu le malaise était grand, puisque une partie de son armée, enfin des officiers de son armée et de sa police, hein, là aussi, peut-être aidés plus ou moins par les Algériens, etc.,
ont à plusieurs reprises été à deux doigts de liquider Hassan II, traître à la patrie. Bon, par conséquent, on arrive là. Donc, l'idée, dans cette situation très critique, l'idée d'Hassan II et de ses conseillers, hein, ça a été de lancer la marche verte, la fameuse marche verte, en 1975. Hein. Les Espagnols étaient au courant, on dit attendez, Franco est en train de mourir, mais Franco ne voulait pas lâcher le Sahara occidental. Alors on va attendre qu'il meure pour que on règle cette affaire. Alors la marche verte a commencé. Alors là, c'est là qu'on retrouve toute l'argumentation historique sur le Sahara occidental. Et chose très importante, les confréries ont été directement mobilisées, hein, chacune voulant montrer qu'elle était plus patriote, etc., que la rivale. Et c'est avec les Corans, avec les drapeaux, avec les bannières, etc., qu'on a mobilisé toute une série de gens dans toutes les tribus, et que la marche verte s'est acheminée vers le sud du Maroc, avec tout un problème logistique, évidemment, c'est compliqué, et ils arrivent sur la frontière. Et là, Franco était toujours pas mort. Donc, les officiers espagnols disent non, on peut pas, on peut pas. Alors, pour marquer le coup, les bannières, là, le début de la marche verte, s'est avancé un petit peu au-delà de la frontière. Les Espagnols ont tiré en l'air. Bon, alors, pour pas qu'il y ait un bain de sang, les autres ont reculé, jusqu'à on apprenne, ça y est, que Franco était mort. Et dans les jours qui suivent, les Espagnols s'en vont. Et la marche verte va arriver, et avec l'armée royale marocaine qui va occuper le... Alors, les Marocains avaient cru bien faire, de dire à la Mauritanie, vous prenez le sud du Sahara occidental, nous on prend le nord. Mais l'appareil mauritanien était absolument incapable de faire quoi que ce soit. À ce moment-là, le Polisario, réfugié, c'est les Algériens, ont mené un certain nombre d'opérations, non pas d'abord sur le Maroc, parce que c'était plus... mais sur la Mauritanie, et finalement, la Mauritanie, sur conseil français, etc., a décidé qu'elle évacuait la partie du territoire dont les Marocains lui avaient fait présent. Donc on a eu une période extrêmement tendue, car l'état-major de l'armée algérienne s'est mis en tête, si vous voulez, de sortir vainqueur de cette épreuve de force et d'infliger à l'État marocain un certain nombre de vexations, d'humiliations. Et je pense que le Polisario a bénéficié de soutiens internationaux plus ou moins extorqués, et sur lesquels l'état-major marocain prenait un certain nombre prélevait un certain nombre de moyens financiers. Donc on a failli avoir une grande guerre entre l'armée marocaine et l'armée algérienne. Hein. Les Algériens, le Polisario ayant été proclamé qu'ils étaient soutenus par Cuba, etc. Hein. Les Cubains ont fait savoir, une fois informés de la complexité de la situation, que on avait de la sympathie, mais enfin bref. Les États arabes, la Ligue arabe, les États, l'Arabie saoudite, ont bien fait savoir qu'ils s'opposaient absolument à ce genre de guerre, hein, qu'il y a eu une attaque marocaine qui a mal tourné pour l'armée algérienne, qui s'en est tirée de clopin-clopant, mais on ne pouvait pas rester là, dans cette situation. Donc, quelques mois plus tard, il y avait une attaque algérienne sur l'armée marocaine qui faisait que, après avoir été deux doigts de choses très graves, bon, alors, hein, les Marocains ont construit le fameux mur, hein, bien surveillé,
et que l'affaire du Sahara occidental continue d'être là, pris en main par la Cour internationale de justice, dont le président à un moment était algérien, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on en est là. Et l'ONU essaye de trouver une situation. Le gros du problème vis-à-vis de l'ONU, c'est de faire un référendum, hein, et de savoir qui est sahraoui. Hein, qui est sahraoui, véritablement sahraoui, pour sortir des recensements espagnols d'avant, qui étaient notoirement insuffisants. Donc le problème est de savoir si on est passé en fait à plusieurs millions de Sahraouis. Bien sûr, il y a ceux qui nomadisaient au-delà des frontières du Sahara occidental, mais il y a aussi des gens qui ont été recrutés, le Polisario, et ça a inquiété beaucoup les États africains. Le Polisario, moyennant finance, a recruté des volontaires jusqu'au Soudan, hein, qui ont, alors donc au Tchad, au Niger, etc., dans toute la zone sahélienne, qui ont appris à se battre, qui ont appris l'usage des Land Rover, des liaisons radio, etc., et qui sont, après leur temps de volontariat, retournés chez eux et ont semé la pagaille, etc. D'où, vous voyez, on a une affaire qui, à l'heure actuelle, n'avance pas d'un pouce, mais qui, fort heureusement, n'a pas débouché sur un conflit majeur entre l'Algérie et le Maroc. Les Marocains étant là, en faisant une affaire patriotique du Sahara occidental, les Algériens ne comprenant pas très bien les origines de l'affaire, mais évidemment l'armée algérienne et son rôle dans l'appareil d'État faisant qu'on présente la question du Polisario comme un enjeu géopolitique majeur. Vous avez encore un petit peu encore quelques minutes. Si vous voulez. Ouais. Moi, je voulais vous disiez quelques mots sur l'élaboration, enfin la création d'une nation, d'un sentiment national sahraoui. Parce que quand vous les interrogez, aujourd'hui, ils parlent de nation sahraoui, oui. ils parlent de peuple sahraoui. Oui, oui. Vous savez, la création d'une nation est une affaire étonnante. Hein. Prenez les Palestiniens. Avant, je ne sais plus quelle date, personne ne parle de Palestiniens. Hein. Et puis c'est devant les mauvais coups, qu'ils ont cherchés parfois, hein, parce qu'ils n'ont pas été des enfants de cœur non plus, de la part de la Jordanie, de la Syrie, etc., qui se sont dit, mais personne ne veut de nous. Dans tous les pays où il y avait des réfugiés, on refusait de leur donner un passeport syrien ou jordanien, etc. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on est? On est des Palestiniens. Hein. Et aujourd'hui, personne ne va mettre en doute l'existence d'un peuple palestinien, nonobstant les conflits qui continuent d'exister en son sein. Alors, que le Sahara occidental soit malgré l'héritage historique, malgré les histoires des Almoravides, malgré ceci, cela, qu'un certain nombre de leaders, d'intellectuels, parce qu'il y a eu beaucoup d'intellectuels mauritaniens qui sont passés au Sahara occidental. Par exemple, on a eu un président que j'ai connu d'ailleurs, Baba Miské. Hein, Baba Miské, un homme charmant, bon, qui était en fait tout à fait français, hein, bon, mais que les Sahraouis se soient laissés convaincre qu'il y avait un peuple, une nation sahraoui, bien que ses effectifs soient très faibles, ça serait de dire aux gens des Émirats arabes unis qu'ils ne constituent pas une nation, un peuple. Vous voyez, mais bon, sauf qu'eux, ils ont beaucoup d'argent grâce au pétrole. Le pétrole de Boukra, le phosphate de Boukra est un enjeu important. Et en même temps, autant moi je suis prêt à admettre le discours sur la nation sahraoui, autant je comprends pleinement le fait que les Marocains considèrent que le Sahara occidental, depuis le XIe siècle, c'est partie intégrante du Maroc. Alors il y a eu... la gauche marocaine s'est embarquée complètement dans la
Bon, il y a eu l'extrême gauche marocaine qui seule a dit mais non, c'est une opération impérialiste, etc., etc. Ils ont été mis au trou. Hein. Et l'opération Marche verte a été pour Hassan II si vous voulez, pour le moment, l'enjeu, tant que l'affaire du Polisario n'est pas réglée, c'est parfaitement au profit de l'appareil d'État marocain. Ça, et les Marocains mènent au Sahara occidental une politique de peuplement, amenant des gens du Nord, hein, faisant une mise en valeur assez raisonnable, mais il y a dans ces émeutes qui ont éclaté, hein, dont je ne vois pas très bien les tenants et les aboutissants. Ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas, mais je ne les connais pas. Ce qu'ils ont appelé l'intifada en 2005, oui. avec les manifestations Oui. À Laayoune. Oui, 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 oui. Ouais. Alors il y a un développement formidable de la pêche. Il n'y a pas que, il n'y a pas que il n'y a pas que Boucra, il n'y a pas Boucra. C'est étonnant. Là, je connais un étudiant qui a étudié pour sa thèse le développement des pêcheries. C'est tout à fait étonnant parce que des petits groupes de gens venus du Nord, hein, s'installent sur une côte qui n'est pas facile. Il y avait des falaises, c'est pas facile. Et puis ils commencent à pêcher. Et puis il y a une camionnette avec de la glace qui vient leur apporter l'eau, parce qu'ils n'ont parfois même pas d'eau. Et il y a une colonisation pionnière, si vous voulez, et l'État laisse faire. Hein. Autant en Algérie, on pourrait dire que ça aurait été contrôlé et tout. Là, l'habileté, c'est de laisser faire, et que s'est créé, en quelques années, toute une série d'agglomérations, au début parfaitement anarchiques, mais qui petit à petit, parce que il faut atteindre un aérodrome, de façon à ce que le poisson, qui est d'excellente qualité, parte vers le nord et vers l'Europe le plus vite possible. Donc il y a une colonisation sauvage qui se fait, là c'est assez ahurissant. Hein. Moi je suis allé jusqu'à Darla. Oui. Donc je suis atterri à Agadir, oui. d'Agadir j'ai rejoint Tantan, oui. Et Tantan je suis allé à Laayoune, oui. Smara, oui. Bouchdour, oui. Darla. Et après, je suis remonté, oui. je suis passé à Tarfaya, oui. même je suis allé à Sidi Ifni. Oui. Et c'est vrai que sur toute cette côte, notamment celle dont vous parlez, oui. ces pêcheurs, hein, qui est assez déchiquetée. Ah oui, oui. Au sud de la Bretagne. Oui, mais avec des falaises. Puis une côte très dure. Hein. Et ça s'est battu par les vents. C'est battu par les vents, oui. Des grosses vagues, très grosses vagues. Le temps n'est pas forcément celui qu'on connaît à Agadir. Non, non, pas du tout. Parce que c'est le courant froid. Voilà. C'est un courant froid, très froid, qui apporte des ressources nutritives halieutiques, hein, mais avec des phénomènes de brouillard, des choses comme ça, hein, c'est dur. Donc effectivement, oui, vous voyez partout des groupes de pêcheurs qui se constituent, ça vient des villages. Oui, oui, tout à fait. On parle même, il y a eu tel quel qui a pondu un article là-dessus sur le camp de Cap 7, où il y a peut-être 5 ou 6 000 personnes qui vivent dans des conditions très très difficiles. Très difficiles. De la pêche, ils ont pensé faire fortune en venant pêcher là, et en fait ils sont exploités. Oui. Lorsque vous prenez la route, cette grande route là, c'est un flux continu de camions frigorifiques qui acheminent le poisson. Oui, mais c'est de la colonisation anarchique, et je pense que... Mais oui, tout à fait, le gouvernement marocain laisse faire. Hein. Mais là, plus il y aura de Marocains qui vont descendre vers le sud, voilà, peut-être pas, mais il faut que des gens assez entreprenants, industrieux, etc., vont aller au Sahara occidental, plus l'opération de peuplement du Sahara occidental par les Marocains se fera. Hein. Juste, selon vous, cette histoire du Sahara occidental, comment l'Algérie, le Maroc peuvent aujourd'hui s'en... Parce que l'Algérie n'est plus aujourd'hui dans la situation de soutenir les yeux fermés le Front Polisario. Ben oui, mais l'armée algérienne continue. Hein.
vous rappelez la rumeur qui a couru peu avant l'assassinat de Boudiaf, hein, qui était au Maroc, pour discuter avec, puisque Boudiaf avait vécu depuis 1962 au Maroc, hein, bon, il était rompu à ce moment-là avec Boumedienne, et pour s'entendre avec le gouvernement marocain, avec le roi, sur qu'est-ce que le Maroc donnait en échange de l'abandon du Polisario, et qu'il a été assassiné vraisemblablement pour ça.